Je vois que vous êtes encore très nombreux et que vous ne vouliez pas, en aucun cas, rater le clou des entretiens d'Auxerre. Maintenant, traditionnellement, ce dialogue vif, intelligent et éclairé que, du moins on l'espère, mais je n'ai pas de doute, entre évidemment des piliers des entretiens d'Auxerre, Michel Vievorka, à ma droite, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, qui a dirigé le Centre d'analyse et d'intervention sociologique qui avait été fondé par Alain Touraine et qui est l'ancien administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Et je vous rappelle évidemment, last but not least, que Michel Vievorka a dirigé le Conseil scientifique des entretiens d'Auxerre de 2002 à 2018. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les dates. Enfin, pendant un certain temps, donc il est un fin connaisseur d'Auxerre et des sujets qui ont animé toutes ces années, ces 21 années d'entretien d'Auxerre. Face à ma gauche, donc, Pascal Perrineau, vous le connaissez aussi tous très bien, qui est politologue, spécialiste de sociologie électorale, professeur à l'IEP de Paris et qui a été pendant longtemps le directeur d'un laboratoire très prestigieux de sciences politiques qui s'appelle le CEVIPOF, dont on a d'ailleurs parlé à une ou deux reprises ces derniers jours. Il a ses nombreuses recherches sur les élections, la sociologie des élections, l'étude de l'extrême droite, etc. Il a fait partie, enfin il a été nommé, on lui a donné la charge de garant parmi cinq personnes, garant du grand débat national qui avait été organisé, vous vous en souvenez, au lendemain de l'automne des Gilets jaunes. Il est aussi, évidemment, membre du Conseil scientifique des entretiens d'Auxerre et à ce titre, il intervient à peu près à chaque cycle des entretiens d'Auxerre. Donc, il leur revient à tous les deux la lourde tâche de faire un peu la synthèse et l'exégèse presque aussi de ces 2 jours à travers leurs pensées, à travers la manière dont ils entendent d'un point de vue politique ou d'un point de vue sociologique ce rapport entre vie privée et vie publique et surtout les transformations qui les ont affectés. Alors on a eu la chance d'avoir des éclairages de toutes sortes et de spécialistes de disciplines très différentes. On est allé de l'histoire de l'art à la psychologie, de la sociologie à l'histoire, et j'en oublie évidemment. Mais là, on va s'intéresser à cette transformation dans les récentes années. Dans les discussions qu'on a eues avant cette séance, on s'étonnait de cette transformation extrêmement rapide qui se mesure en quelques années et non pas en quelques décennies et non pas en quelques siècles. Donc cette transformation très rapide que l'on est en train de vivre et qui nous a été éclairée un peu pendant ces 2 jours. Et je vais commencer donc par vous poser à chacun cette question de la nature finalement politique, de ce double processus de publicisation de la vie publique et de privatisation de la société. Donc Michel, si tu veux commencer, nous donner ton sentiment sur cette évolution qui se passe sous nos yeux. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup de nous donner l'occasion, Pascal et moi, d'avoir cet échange. Alors, je dirais tout de suite une chose, c'est que oui, il y a actuellement, depuis quelques années, quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose ou de la mutation très rapide, et en même temps, ce sont des processus de longue durée. Je ne sais pas, je n'étais pas là hier, mais je crois qu'on a un tout petit peu quand même évoqué des temps beaucoup plus anciens. Après tout, les gens qui assistaient au coucher du roi, qui aujourd'hui assisteraient au coucher du
du président de la République. Bon, donc vous voyez, donc les choses évoluent et elles pourraient aller dans un sens ou dans un autre. Certains d'entre vous connaissez peut-être ce film de Buñuel, un de ses derniers films qui s'appelle Le fantôme de la liberté. Je crois que c'est dans ce film où on voit des choses assez marrantes, c'est fait pour choquer un peu. Le fait d'aller au WC doit être très public. Par contre, le fait de manger doit être l'équivalent du fait d'aller au WC. Bon, des choses comme ça qui nous indiquent qu'il faut vraiment se dire qu'il y a des possibles qui changent, qui varient. Alors, je voudrais maintenant dire une chose très importante. Moi, je tire de ce que j'ai entendu ici une conviction. C'est qu'il faut distinguer nettement intime et privé, que ce sont deux catégories qui se recoupent, bien entendu, mais qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de l'intime et quand on parle du privé. Donc, je pense qu'on va naviguer un tout petit peu dans tout ça. Et en arrivant, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais entendu à la radio. Après, je serai plus sérieux, mais c'est juste une anecdote qui dit des choses importantes. Je me suis souvenu de quelque chose que j'ai entendu sur une radio très populaire, genre RTL, il y a assez longtemps. C'était une émission du genre, c'était la nuit, j'étais en voiture, un auditeur téléphone et raconte des choses. Et ce jour-là, un auditeur téléphonait et racontait sa vie sexuelle qui était une catastrophe totale, du coup les problèmes que ça lui posait dans son emploi, dans sa vie familiale. Enfin, c'était terrifiant et avec un luxe de détails incroyable. Et l'animateur de l'émission lui dit « Mais est-ce que vous en avez parlé à un psychanalyste ?» Et l'homme s'énerve. Comment ça, raconter ma vie privée à quelqu'un que je ne connais pas? Alors, il y a quelque chose d'un peu de cet ordre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, je voudrais souligner 3 ou 4 logiques parmi certainement d'autres qui me semblent mériter d'être évoquées. Premièrement, je constate que dans la façon dont ce qui était privé peut devenir public, je ne dis pas politique, je dis plutôt public, il y a parfois, pas seulement bien sûr, des choses qui perdent leur caractère de tabou parce qu'elles deviennent publiques. C'est-à-dire que dans le privé, le sale, la souillure peuvent exister. Ça fait partie de la vie privée. Et puis on met ces choses dont on ne parle pas en public jusque-là, on les met dans le débat. Elles rentrent dans le débat public et elles cessent d'être de l'ordre de la souillure ou de la saleté. Je vous donne un exemple, ça a été presque évoqué, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit passer des publicités pour les services hygiéniques et ce genre de choses. C'était inconcevable il y a 50 ans, absolument inconcevable. Et donc, c'est inconcevable parce que ça renvoyait à l'idée de souillure. Bon. Donc, le passage de l'un à l'autre transforme, c'est ça que je veux dire, transforme les images que l'on peut avoir de certains problèmes. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, qui est certainement plus sociologique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que ce qui était privé permettait des formes de domination et de violence qui ne sont plus possibles lorsque cela devient public. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je n'étais pas là, malheureusement, pour écouter Michel Perrault, mais enfin, ce que le mouvement des femmes, entre autres choses, a apporté, c'est ça. Rendre public les violences, les injustices, les inégalités, les mettre dans la vie publique, et même là, dans la vie politique, eh bien, aussitôt, ça fait apparaître des formes de domination dont on ne parlait pas du tout. Et donc, de ce point de vue-là, le passage du privé au public correspond, je crois, à des logiques de progrès, puisque ça fait apparaître des formes de domination. Le mouvement des femmes, on pourrait dire des choses assez proches, je pense, en ce qui concerne le mouvement des homosexuels, et ce sont des choses récentes. Le mouvement des femmes, bien sûr, il y a eu les suffragettes, bien sûr, il y a eu des choses il y a longtemps, mais enfin, le mouvement des femmes que nous connaissons date des années 60 ou 70. Regardez le monde des homosexuels, c'est très intéressant. Il y a un film que beaucoup de gens connaissent, il y avait une pièce de théâtre qui s'appelle La cage aux folles. C'est ce moment où beaucoup de choses basculent, parce qu'on traite sur le mode de la tendresse et de l'humour, ce qui, jusque-là, ne devait pas être traité, et donc on fait apparaître des logiques, là encore, de domination. Un troisième point que je voudrais évoquer, c'est le fait qu'il n'y a pas que des actions collectives ou de la vie privée personnelle qui est en jeu, il y a aussi, je crois, le rôle des institutions. Je pense que rendre public ce qui se passe dans les institutions
ça transforme les institutions ou ça marque leur déclin et peut-être, en tout cas, leur crise très très grande. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe dans l'Église catholique depuis quelques années seulement. Regardez ce qu'on dit des écoles aussi. On parle de ce qui... Dans le temps, l'institution, comment dirais-je, masquait des formes comment dirais-je, de violence qui restaient privées, dont on ne parlait même pas, quand on n'osait même pas parler chez soi, quand on était un enfant, par exemple. Et donc, le passage du privé au public, c'est aussi l'institution qui ne peut plus exercer un contrôle insupportable sur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, tout ceci traduit des grandes évolutions qui me semblent très, très importantes. Et puis enfin, je pense, et là, c'est une façon pour moi de, comment dirais-je, de transmettre le micro, si je peux dire, à Pascal. Je pense aussi que l'évolution de notre système politique, s'il s'agit de la France, mais aussi d'autres pays, pèse beaucoup sur ces transformations. Quand la politique semble perdre un petit peu de son sens, quand le système politique n'est plus structuré comme il pouvait l'être, eh bien, on va s'intéresser à autre chose chez les acteurs politiques qu'à la politique proprement dite, et le privé va envahir à bien des égards le débat public. Mais là, c'est Pascal qui peut le dire tellement mieux que moi. Merci pour ce constat déjà extrêmement structuré, mais on a l'impression là que tu montres des aspects plutôt positifs de la publicisation de la vie privée, puisque ça évite de passer la poussière sous le tapis, ça permet de sauver des enfants qui pourraient être maltraités, ça permet aux femmes de prendre enfin pied dans l'espace public. Donc c'est plutôt des aspects positifs que tu relèves. Est-ce qu'il y a, à ton avis, peut-être je passe la parole à... Je parlais du négatif. Voilà. C'est très bien. À Pascal. Good cop, bad cop. Voilà. À Pascal, s'il veut bien, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant ces 2 jours, des aspects plutôt négatifs sur différents points, le numérique en étant un des grands terrains. Donc, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce qui t'apparaît de négatif dans ces évolutions, dans ce brouillage de frontières? Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le bad cop qui va parler maintenant. Non, mais au-delà, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans cette érosion, porosité des frontières entre le public et le privé, c'est, vu du point de vue du politologue que je suis, le processus de politisation du privé que Michel a déjà pas mal abordé, dans ses aspects positifs et dans ses aspects moins positifs. Et puis, en regard, là, un processus qui est davantage connu depuis plus longtemps, le processus de privatisation de la politique, qui est largement lié au fait que quand la politique perd son contenu idéologique, son contenu des grands récits collectifs, eh bien, il ne reste que la misère des profils individuels des hommes et des femmes politiques qui nous gouvernent. Et voilà, plutôt que d'écouter des programmes, on rentre dans la cuisine de Marine Le Pen, on apprend qu'elle adore les chats, Lionel Jospin qu'il est capable de pousser la chansonnette, Nicolas Sarkozy qu'il est capable de courir et de monter en short avec un t-shirt NYPD, le perron de l'Élysée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je trouve ça obscène, mais parce que je suis d'un autre temps, mais je trouve ça littéralement obscène. Mais on est, voilà, dans le spectacle politique qui, très souvent, en effet, correspond à une privatisation du politique que la politique américaine connaît, elle, depuis extrêmement longtemps, même si, en ce moment, elle est en train bigrement de se réidéologiser, comme quoi les processus ne sont pas des processus linéaires qui vont dans un seul sens. Alors, pour la politisation du privé, ce qui est frappant quand on regarde sur la longue période, et pas simplement sur les 10 dernières années, c'est l'extension continue du domaine politique, qui vient de plus en plus se mêler de nos vies privées. Je dirais pas de nos vies intimes, mais qui vient de se mêler de nos vies privées et presque de notre intimité, pour reprendre les distinctions tout à l'heure que faisait Serge Tisseron.
et qui donne l'impression parfois que la politique est en train de quitter le domaine qui l'a fondé, c'est-à-dire le domaine régalien, et même le domaine qui l'a légitimé dans l'après-guerre, c'est-à-dire l'interventionnisme économique et social, pour se rabattre de plus en plus sur des enjeux privés. Regardez le Pacs, le mariage pour tous, les débats sur l'éthique, les débats, ça y est, c'est parti, sur la fin de vie, euthanasie, selon le regard que l'on porte, les débats sur le rapport parent-enfant, la manière dont on va se mettre à légiférer sur la gifle ou non, etc. Bon, c'est des enjeux qui auraient paru, mais complètement marginaux et dérisoires. Il y a encore quelques décennies, on se disait, mais ça ne fait pas partie de la politique. Alors c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de bascule qui est 68 tout de même, avec ce fameux slogan auquel beaucoup ramenaient 68, tout est politique. Ok, donc tout devient politique, le politique peut se mêler de tout. Je ferai remarquer cependant que le politologue que je suis, quand je travaille pour des séances de cours sur les régimes totalitaires, les régimes politiques qui sont allés très loin dans la politisation du privé sont des régimes totalitaires. Est-ce qu'il n'y a pas là un projet totalitaire dans le fait de dire tout est politique, un vrai projet totalitaire? Seuls les régimes communistes ou fascistes ou nationaux-socialistes ont poussé ce mouvement de politisation du privé à son point d'orgue. La politique de l'enfant unique en Chine, les Lebensborn, vous savez, qui étaient ces usines à bébés parfaits sous le régime national-socialiste. On discutait à midi avec Serge Tisseron et j'apprenais avec effroi que maintenant les Chinois cherchent à supprimer les toilettes collectives, parce que mon Dieu que c'est dangereux, les toilettes collectives, on peut discuter entre soi, et donc c'est un lieu même de la sédition et de la révolte potentielle. Et donc maintenant, on met de plus en plus des toilettes. Alors là, on est vraiment dans le lieu de l'intime, mais des toilettes dans lesquelles on va mettre une caméra de vidéosurveillance. Vous voyez, et ça permet en plus de ça de culpabiliser l'utilisation par l'impétrant du nombre de feuilles de papier hygiénique, parce qu'il faut faire des économies. Mais tout ça est, voilà, tout ça est avéré. Là, on voit bien ce projet où le politique va se mêler vraiment de choses qui ne le regardent qu'assez peu, et à ce pouvoir de pénétration et de violation des espaces privés et même des espaces intimes. Deuxième remarque, pour penser... Alors, bien sûr, je force le trait, puisque Michel était dans le rôle du good cop, comme toujours, et moi dans le rôle du bad cop, comme souvent. C'est le phénomène de ce que ce regretté grand intellectuel qu'était Michel Schneider, qui vient de disparaître, avait dénoncé dans un livre qu'il appelle en sous-titre « Psychopathologie de la vie politique » et qui s'appelle « Big Mother », et dans lequel il décrit les dérives de l'État-providence, au fond. Il dit, au fond, avec l'État-providence tel qu'il se met en place après la guerre, en Grande-Bretagne, aux États-Unis avec la période Roosevelt, chez nous avec le développement des droits sociaux et économiques, et il constate que cet État-providence ne va avoir des années 50 jusqu'aux années 80 qu'une idée, c'est d'étendre perpétuellement son champ. De plus en plus le champ des droits économiques et sociaux, un État, en effet, qui va, dit-il, peu à peu, se materniser. Il était psychanalyste aussi, Michel Schneider. Cette figure va contribuer, dit-il, à infantiliser complètement les citoyens qui sont de plus en plus maternés et rabattus sur leur dimension de consommateurs privés. C'est une mentalité de guichet qui va se développer vis-à-vis de la puissance publique, où l'on va, devant le guichet, défendre coûte que coûte ses intérêts privés. Et je crois qu'il y a là un mouvement qui illustre assez bien cette politisation excessive de la sphère privée par l'État-providence, qui en plus de ça est d'autant plus sensible le jour où l'État-providence n'a plus les moyens de répondre à la demande. Alors là, ça devient criant.
Et d'ailleurs, Michel Schneider a écrit Big Mover au moment où, en effet, voilà, il n'y a plus les moyens de répondre à la demande. Donc on va se mettre à se venger contre la mer. Hein, ça va commencer à dégénérer. Là, le citoyen infantilisé va commencer à être en colère. Et regardez, la colère, il doit écrire dans les années 90, la colère, on n'en est pas sorti. Hein, et tous nos mouvements politiques et sociaux sont caractérisés aujourd'hui par la colère. Au premier tour de l'élection présidentielle, 56% des Français ont voté pour des candidats de la colère. 56%. On n'a jamais vu ça sous la Ve République pour une élection qui est soi-disant une élection sérieuse. On s'efforce plutôt de construire des compromis que d'exprimer sa colère. Autre remarque sur ce phénomène, je crois qu'on assiste tout de même à une dérive de la politique qui tente d'épouser la vague de l'individualisation effrénée, irrésistible, inévitable, que connaissent nos sociétés. Mais peu à peu, la politique n'est plus à ce moment-là la vie de la cité. C'est la tentative jamais réussie, jamais aboutie, de mettre en musique la cacophonie des intérêts et des demandes individuelles ou de micro-communautés. Hein, en effet, nous avons le pouvoir politique, de plus en plus quand on parle avec les politiques, ils le disent tous, à droite, à gauche, au milieu, au-dessus, en bas. Ils vous disent en effet, il n'y a plus de grandes appartenances collectives, qu'elles soient nationales, sociales, religieuses, et on voit la montée en puissance régulière d'identités qui se construisent à partir de l'individu, hein, de l'individu roi, dirait Pierre-Henri Tavoilot, hein, ou bien de l'individu défini de plus en plus par des identités non choisies de l'individu. L'âge, le sexe, la race. Hein, ces micro-communautés, et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionne la gauche américaine. Hein, la gauche américaine a au fond une conscience sociale, des identités sociales assez faibles. En revanche, elle est très sensible, cette gauche américaine, à toutes ces identités non choisies de l'individu. C'est toute la question aujourd'hui du wokisme, etc. Et puis je voudrais, dans ce processus de porosité, déplacement des frontières, citer quelque chose qui... tu as dit tout à l'heure, Valentine, en effet, que je m'intéressais depuis de nombreuses années à l'extrême droite ou à la droite extrême, ou au phénomène de nationaux-populisme, etc. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que qu'est-ce qui fait le succès de cette affaire, de ces nationaux-populismes dans de très nombreux pays, dans de plus en plus de pays, et nous n'en sommes pas sortis. Ça n'est que le début d'un processus. Je crois que ce sont des forces politiques qui ont plus que d'autres la capacité à faire symptôme de désordre dans la sphère privée. Un de nos amis communs, à Michel et à moi, qui s'appelle Michel Sanson, qui a été pendant très longtemps le correspondant du Monde dans le sud de la France et qui habite à côté de Toulon, avait fait un ouvrage remarquable qui n'a pas eu suffisamment de succès, qui s'appelait « Le Front National aux Affaires », où là, il avait quitté tout discours idéologique sur le Front National, il avait regardé concrètement qui était, lorsque le Toulon avait été pris en main par le Front National, qui étaient les gens ordinaires, les conseillers municipaux du FN. Et il avait fait des entretiens avec tous, il avait fait des histoires de vie. Et c'était très impressionnant. Et moi, j'en avais discuté avec lui parce que ça recoupe ce que je vois au niveau des électeurs. C'est-à-dire les histoires de vie de ces conseillers municipaux, ils sont nombreux à Toulon, il y en a une cinquantaine, étaient marquées par des situations dramatiques au plan privé, des crises de couple. C'est pas dramatique, ça arrive à tout le monde, mais des crises de couple absolument mais monstrueuses, avec des règlements de compte sur des années, des trucs sordides, avec des enfants accaparés, des enfants éloignés, etc. Deuxièmement, des disparitions précoces, traumatiques dans l'environnement familial. Hein. Un nombre extrêmement élevé de femmes seules avec enfants. Regardez aujourd'hui électoralement pour qui votent les femmes seules avec enfants dans les familles monoparentales. Vous verrez que Marine Le Pen fait un tabac.
c'est presque plus de 50% dans ces milieux-là. Hein, la poussée chez les femmes de Marine Le Pen, là, la dernière présidentielle, est tout à fait impressionnante. Mais les femmes, c'est celles qui souffrent en premier des crises que nous avons traversées et que nous traversons encore. Des situations d'isolement aussi de ces individus, hein, avec une absence mais dramatique de réseaux sociaux. C'était ça le terrain de l'engagement frontiste, disait Michel à l'époque. Et moi, je vois exactement la même chose chez les électeurs. J'ai construit un indicateur d'isolement social. Est-ce que vous appartenez à des associations? Est-ce que vous rencontrez vos parents, vos enfants, souvent, pas du tout, etc. Et à partir de cet indicateur, c'est linéaire. Plus vous êtes isolé socialement, plus vous votez en faveur du Rassemblement national. Donc ces forces politiques ont une capacité incroyable à faire symptôme de ces désordres privés, de ces désordres sociétaux qu'on aurait plutôt tendance à ramener au privé. Dernier point dans l'envers, la privatisation du politique. Alors on a tout ce qu'on connaît, hein, l'américanisation, la pipolisation, bon, je veux dire ça, tout ça n'est pas très nouveau, même si maintenant on a l'impression que les campagnes se résument à peu près à cela. Hein. À part ça, vraiment, on reste beaucoup sur sa faim. Mais aussi, moi, ce qui me frappe, c'est que le privé et son dévoilement fait aujourd'hui davantage spectacle, pas simplement dans la communication politique, dans tous les domaines. Regardez la dernière prix Nobel, Annie Ernaux. C'est un roman, ce sont des romans du dévoilement de la vie privée, hein, dans tous ces détails, et parfois ces détails même qui peuvent vous déranger, vous perturber, parce que vous êtes, voilà, votre éducation fait que vous dites, mais pourquoi elle me parle de ça? Voilà, j'ai peut-être pas envie d'être au courant de tout ça. Je l'adore, mais vraiment, c'est la femme qui me fait le plus rire au monde. C'est important, ça. Hein. Blanche Gardin. Blanche Gardin, vous voyez, ça n'est que là-dessus, quoi. Par moments, même, j'avoue que je ris, mais au milieu des hoquets de rire, je suis extrêmement gêné, quoi, de ce qu'elle me raconte. Alors, je suis peut-être un peu coincé, hein, certainement. J'ai besoin de me décoincer, j'ai encore quelques années. Mais c'est vraiment, de plus en plus, on fait spectacle de stratégie de dévoilement. Hein. Et ça devient de plus en plus. Dans des soirées amicales, vous avez tout d'un coup des amis qui, autour de la table, se mettent à se dévoiler. Mais on n'a pas envie, moi. Mais avec mes meilleurs copains, j'ai aucune envie. J'ai aucune envie qu'ils se dévoilent ou qu'elles se dévoilent, etc. Ça ne m'intéresse pas. Hein, mais c'est devenu, comment dire, un ressort. Alors, est-ce que c'est de l'extimité? Peut-être. Hein, mais c'est une extimité, est-ce qu'elle est positive? En effet, Serge Tisseron, et j'étais convaincu par son raisonnement, insistait beaucoup sur l'aspect positif de l'extimité adolescente, à partir du moment tout de même où elle est accompagnée. Hein. Donc, peut-être que ces processus d'extimité, vous voyez, se diffusent, hein, dans l'ensemble de la société et font tout de même qu'aujourd'hui, le politique est envahi par un ensemble de discours dans lequel il y a peu de collectif. On parle peu du collectif, mais on a beaucoup un discours narcissique sur soi-même et les vertus individuelles qui devraient faire sens. Comme tu le disais, Michel, la politique ne fait plus beaucoup sens. Gauche, droite, socialisme, communisme, gaullisme, démocratie chrétienne. Ça devient de plus en plus compliqué à définir. Alors, un grand leader socialiste, en effet, montre qu'il sait chanter les feuilles mortes. Marine Le Pen, vous avez vu, c'est devenu systématique maintenant. Les chats, les chats. Hein, elle a même passé son diplôme d'éducatrice de chats, elle le fait savoir. Hein, Sarkozy en short, voilà. Mais si on analyse, c'est que dans ces stratégies discursives où on est tout de même dans le privé, les valeurs que l'on cherche à faire passer
sont plus ou moins liées à ces comportements privés et cherchent à véhiculer un message un peu pauvre, qui est un message collectif. Jospin, c'est de dire, voilà, je ne suis pas si rigide que ça, pas si sectaire que ça, je suis plein d'empathie, en fait, je suis un grand mec sympa, quoi, frisé, sympathique. C'est la gauche empathique, c'est pas du tout la gauche coincée, voilà. Marine Le Pen, c'est quand on aime les chats, mais comment on peut être dangereux? Comment on peut être violent? Hein, quand on est si doux avec les chats? Quand on est éducatrice des chats, on peut bien devenir éducatrice des Français. Et Sarkozy, c'est envoyer des signes de modernité. Hein, la droite, elle n'est pas conservatrice, elle est moderne, la droite. Elle est en short, elle est sportive, elle n'est pas ankylosée, elle est simple, elle n'est pas prétentieuse, un petit t-shirt là que j'ai ramené de mon voyage à New York. Vous avez des phénomènes, en effet, où ces phénomènes de privatisation de la politique cherchent à faire passer un message qui est tout de même un message, à mon avis, d'une grande pauvreté. Et pour terminer là-dessus, regardez la campagne de 2017 de Macron, En Marche. Mais la pauvreté de cet intitulé du mouvement qu'il crée est tout de même incroyable. Parce que tout le monde est en marche, sauf hélas quelques invalides qui ne sont privés de la marche. Mais enfin, bon, tout le monde est en marche. Oui, mais dans quel sens? Pourquoi marcher? Pourquoi pas s'arrêter? Pourquoi pas être tranquille? Pourquoi le bougisme et pas... voilà. On pourrait, comme ça, développer pendant extrêmement longtemps. Et c'est un slogan, à mon avis, mais très symptomatique de la privatisation de la politique. Voilà ce qu'est devenu la politique aujourd'hui. En marche, Renaissance, on aura bientôt Pouet-Pouet. Enfin, vous voyez, c'est tout de même d'une extrêmement impressionnant. Alors heureusement, ouf, quelques mois après, il rajoute La République, LREM, La République en marche. Bon, alors on se dit, bon voilà, un léger sens commence à apparaître. Hein. Mais là, on est au cœur d'une privatisation de la politique dont le mouvement présidentiel et la personnalité du président est assez symptomatique. Mais c'est pour ça qu'il gagne, et qu'il gagne largement, c'est qu'il respire l'air du temps. Merci. Merci Pascal de cette analyse qui évidemment donne cette interprétation un peu ton interprétation plutôt négative de cette privatisation qui finalement fait des isolats, des multiplicités d'isolats. Et donc je voudrais peut-être revenir, mais peut-être Michel veut réagir, mais peut-être sur les dimensions identitaires sur lesquelles tu as déjà parlé. C'est cette parcellisation, morcellisation des identités dont chacun exhibe finalement la particularité et la nécessité de la conserver. Donc, Michel, est-ce que tu veux réagir à ça? Je vais d'abord, si tu permets, reprendre ce qu'a dit Pascal pour, alors là, être hyper bad cop maintenant, quand même. Parce que je pourrais dire à Pascal, peut-être même faudrait-il aller plus loin. Et je vais m'expliquer. Je pense qu'on est tous ici attachés à l'idée qu'il faut justement du public et du privé. Et que le problème, c'est quand il y en a un qui se dissout complètement dans l'autre, ou quand ils se dissolvent l'un dans l'autre. Et donc là, on rentre dans les choses très inquiétantes. Moi, je trouve très positif que ce qu'il y a de négatif dans le privé soit mis sur la place publique et s'atténue, bien sûr. Mais si j'y réfléchis, quand il n'y a pas cette ambivalence des deux logiques, une logique publique et une logique privée, alors qu'est-ce qui peut se passer? Et si on va aux extrêmes, tu as évoqué un des deux extrêmes, mais peut-être pas l'autre, c'est ça que je voudrais dire. Si on va aux extrêmes, le premier extrême, c'est le privé est totalement avalé jusqu'aux consciences individuelles par un pouvoir autoritaire, totalitaire, par une dictature. Donc ça, c'est la première dérive qui avale tout. Et y compris les logiques de dévoilement. Moi, je me souviens avoir été pas très loin, d'avoir été victime
de groupes gauchistes, c'était mes amis, mais enfin, qui faisaient des réunions où il s'agissait de faire son autocritique. Mais il n'y a rien de plus terrifiant. Ça veut dire vous mettez devant d'autres tout ce que vous faites de mal dans la vie privée et pas simplement dans la vie publique. Et ça, c'est totalitaire. Et donc le dévoilement fait partie de ces logiques totalitaires. Donc la première dissolution des deux registres l'un dans l'autre, c'est totalitarisme, là tu l'as bien dit Pascal, autoritarisme, etc. Mais je crois que tu as oublié peut-être, tu n'as pas prononcé un mot qui moi m'intéresse beaucoup, c'est le mot de corruption. Parce qu'il n'y a pas que la corruption morale que tu as évoquée. Enfin, morale, c'est-à-dire le t-shirt de Sarkozy, la chansonnette de Jospin, etc. Disons, c'est pas encore trop grave. Mais le degré extrême de tout ça, la vraie politisation du privé, c'est quand on s'accapare pour soi de ressources qui devraient rester privées. Et je pense que ça fait partie du problème dont nous discutons. Je ne dis pas du tout que le régime politique français soit aussi corrompu que bien d'autres ailleurs, mais je pense qu'il faut y réfléchir et qu'il faut regarder quelques signes qui peuvent être inquiétants de ce point de vue-là. Et donc la deuxième façon de dissoudre le public dans le privé, c'est d'aller jusqu'au bout, au-delà du spectacle, qui flatte des choses sans qu'on sache très bien s'il y a de la corruption ou pas. C'est vraiment l'accaparement des ressources privées par des acteurs publics. Et donc, ça, c'est les premières remarques que je voulais faire. Je voulais aussi revenir sur des points que Pascal a commencé à évoquer et que je crois très importants. Il n'y a pas si longtemps que ça, disons, il y a encore une quarantaine ou une cinquantaine d'années, le travail industriel était au cœur de nos conceptions de la vie sociale, avec l'idée qu'il existait un rapport de domination dans les entreprises, dans les bureaux, dans les usines, dans les campagnes, et que de là devait jaillir une lutte de classe, pour le dire comme ça, qui devait changer les choses. Et ce qui m'intéresse de ce point de vue-là, c'est que quand on parlait ainsi, le privé n'existait pas. Un bon militant communiste, c'était un militant qui donnait ses journées, ses soirées, ses week-ends, et qui n'avait pas de vie privée. Et par conséquent, l'engagement le plus total était la négation de la vie privée. Et le sens de la mobilisation, il se jouait quelque part de limiter, finalement, dans l'entreprise, enfin sur le lieu de travail. Et ce qui se passe avec ce que tu as commencé à décrire, et j'en arrive à la remarque que tu faisais, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les lieux où les uns et les autres vivent des rapports de domination se sont démultipliés. J'aime bien un livre d'un de mes bons amis, François Dubay, son dernier livre, j'ai pas le titre en tête, mais c'est sur le fait qu'on est passé à une société où il n'y a pas les deux grandes inégalités, enfin la grande inégalité structurelle de la lutte de classe, mais une démultiplication des inégalités, parce qu'il y a une parcellisation des logiques et des identités, et que finalement, oui, bien sûr, il y a des grandes inégalités, mais il y a aussi tout ce dont les gens souffrent et ne veulent absolument pas, que les gens ne veulent absolument pas accepter, qui sont les inégalités de voisinage. Qu'est-ce qui fait que mon voisin, qui a fait les mêmes études que moi, qui a le même job que moi, etc., pareil que moi, pourquoi il gagne 500 € de plus que moi ? Et ça, c'est insupportable. Et donc, ça se vit dans le domaine du travail, ça se vit dans tous les domaines de la vie collective. Et donc, la difficulté qu'il y a à penser le lien entre privé et public se renforce, puisqu'il y a maintenant une fragmentation des identités et que certaines d'entre elles prospèrent. Et donc, je termine juste sur ce point. Tout ceci fait que le lieu où l'on peut contester tout ça n'existe plus comme avant, et que le sens que l'on va chercher à donner à son existence ne peut plus être simplement dans le renversement d'un rapport de travail. Regardez, moi c'est chose qui me fascine. On nous dit en ce moment, je n'ai pas entendu Antoine Fouché hier, mais on nous dit en ce moment qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles et beaucoup de gens qui ne veulent pas occuper ces emplois. Et qu'on n'arrive pas... Quand on va y voir, bien sûr, des gens disent c'est pas assez payé, mais beaucoup pensent aussi qu'on voudrait des emplois qui protègent la vie privée. On voudrait télétravailler davantage pour être chez soi. On voudrait avoir des horaires qui nous permettent d'éviter d'avoir la journée coupée en deux, etc., comme dans la restauration. On veut que notre vie, y compris au travail, ait un sens qui déborde le travail
Or, c'est difficile à cause de cette fragmentation. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles je voulais insister. C'est peut-être un petit peu dans tous les sens. Un tout dernier mot, si tu m'autorises, sur les identités. On vit quelque chose de très paradoxal. L'individualisme qui progresse, je suis absolument d'accord avec Pascal, l'individualisme qui progresse fabrique paradoxalement des identités dans lesquelles des gens disent « je choisis », y compris aujourd'hui, tenez-vous bien, « je choisis ma race ». Dans le temps, l'idée de race est une idée scientifique. C'était, il y a des races supérieures, des races... Non, aujourd'hui, la race, c'est une construction sociale, voilà ce que disent beaucoup de sociologues d'ailleurs, et par conséquent, je peux m'approprier cette idée que j'appartiens à une race, et si j'appartiens à une race, les autres appartiennent à une autre race, et on va rentrer dans des conflits très, très violents. Alors, je ne développe pas tout ça, mais c'est pour dire que ces questions de vie privée, vie publique, d'intimité et de vie publique, que ces questions se développent dans un monde qui a tellement changé qu'on peut toujours s'inquiéter d'aller vers les extrêmes que j'ai évoqués, l'hyperspectacle et la corruption, ou le totalitarisme et la négation de la conscience individuelle. Alors, j'aurais peut-être une dernière question qui me semble importante à vous écouter et à suivre la progression de ce que vous dites. Est-ce que finalement, cette pluralisation infinie, finalement, il n'y a pas de raison qu'elle... c'est extrêmement sissipare, et voilà. Est-ce que le seul moyen de rassembler, ça ne sera pas finalement le retour du nationalisme ? En effet, je partage largement le diagnostic qu'a fait Michel, et en particulier la nécessité de penser le mouvement dans les deux sens, quand, en effet, le politique cherche complètement à annihiler le privé, et le mouvement inverse, où la politique peut devenir le jouet d'intérêts purement privés, avec, en effet, la corruption, c'est-à-dire l'appropriation de biens publics par des intérêts privés. Simplement, nous avons connu à une très grande échelle le premier mouvement. Le second mouvement, nous le connaissons, mais on n'a pas connu ce second mouvement avec la systématicité qu'ont pu avoir au XXe siècle les grandes aventures totalitaires. Alors, c'est vrai que le politique, la manière de faire commun, était largement construite par des identités idéologiques. Il y avait plusieurs manières de faire commun qui s'affrontaient dans notre société. Les communistes n'avaient pas la même manière que les socialistes que les démocrates chrétiens que les gaullistes que la droite indépendante, et la droite indépendante que l'extrême droite. Mais il y avait là tout un ensemble de familles, disons 6 ou 7 familles, qui s'affrontaient autour de différentes manières de faire communauté politique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, parce que tout un ensemble de ces familles politiques se sont vidées de l'intérieur, se sont carrément vidées de l'intérieur. C'est le cas, qu'est-ce que c'est que le communisme aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que le socialisme aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que là ? J'étais à un grand colloque il n'y a pas longtemps en Crète avec le Parti populaire européen, vous savez, c'est avant tout la démocratie chrétienne en Europe. Il se posait exactement la question. Et c'était très intéressant. Il y avait des démocrates chrétiens de tous les pays de l'Union européenne, et les réponses étaient extrêmement différentes d'une nation à l'autre. Ce n'étaient pas les mêmes. Ils ne partageaient plus ce que partageaient Gasperi, Robert Schuman après la guerre, ou Pflimlin pour la démocratie chrétienne française. Et on pourrait comme ça, qu'est-ce que c'est que le gaullisme ? Comme tout le monde est gaulliste aujourd'hui, voilà. Donc le gaullisme est partout et donc il n'est nulle part. Et puis il y avait aussi des identités collectives de classe, que les marxistes appelaient les identités de classe, en effet, qui étaient porteuses de conception du monde
de conception de faire société. Hein. Quand Annick Riegel décrit la contre-société communiste, elle décrit bien la manière dont ou la culture du pauvre de Richard Hogarth en Grande-Bretagne. Voilà, il y avait une classe ouvrière française, une classe ouvrière britannique, encore plus du côté britannique, qui était porteuse véritablement d'un véritable modèle de contre-société. Il suffisait de voter pour eux et à la limite, voilà, on changerait de modèle social. Aujourd'hui, vous votez même Mélenchon. Quelle société vous allez avoir? Oui. Vous votez Macron. Oh, quelle société exactement? La société est de droite et de gauche. Bon, elle est de plus en plus et de droite d'ailleurs, et assez peu et de gauche. Voilà. Et d'une certaine manière, et j'en viens à la question de Valentine, d'une certaine manière, dans le national-populisme, je préfère parler de cela aujourd'hui, il y a les linéaments d'une lecture du passé et d'une société à proposer pour l'avenir, plus que dans les autres familles. Hein, plus que dans les autres familles. Et ça contribue à faire une partie de leur succès. C'est-à-dire, les gens voient le commun dont ils se sentent l'héritier et le commun qu'ils voudraient mettre en œuvre. Hein, rappelez-vous la leçon d'Ernest Renan sur qu'est-ce que c'est qu'une nation. Hein, c'est le legs d'un héritage en commun. On voit bien leur legs, l'héritage en commun dont ils se revendiquent. Et on voit assez bien la manière, comme disait Renan, dont ils voilà, il projette une image de la nation qui est le protectionnisme national, j'appellerais ça comme ça. Hein, protectionnisme économique, protectionnisme politique, protectionnisme sociétal avec une lutte forte contre l'immigration, afin de lutter contre les sociétés pluriculturelles ou cosmopolites dans leur langage, etc. Voilà. Bon, donc là, vous avez, il ne s'agit pas de partager cette affaire, mais vous avez, comment dire, une représentation du monde, quelque part, qui peut mobiliser et qui présente pour beaucoup de jeunes citoyens, je suis frappé aussi de la jeunesse de cet électorat. Plus vous êtes âgé, moins vous votez pour Marine Le Pen. Hein, bon. Donc ça a de l'avenir, si vous voulez. Hein, démographiquement, ça a de l'avenir. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire l'avenir électoral du pays. Hein. Donc, voilà, il y a certainement chez ces jeunes électeurs déboussolés à la recherche d'une manière de faire communauté, parce qu'ils ne sont pas forcément satisfaits de toutes les situations de désintégration individuelle et d'isolement qui parfois sont liées à cela. Et donc ils sont à la recherche, bien sûr, d'un monde commun à partager. Ça peut, pour eux, faire monde commun. Et donc, ça a un véritable écho. Moi, je le vois en parlant avec des jeunes du Rassemblement national. Je veux dire, il y a quelque chose de comment dire, ils sont soutenus, voilà, comme l'étaient dans ma génération les jeunes communistes, les jeunes socialistes, les jeunes gaullistes. Ils sont soutenus par la conception d'un monde passé et la conception d'un monde à venir. Hein, avec en plus de ça, oui, des adversaires qui, bien sûr, dans leur culture politique, peuvent, hélas, souvent devenir des ennemis. Hein. Et la politique, sans adversaire, ça ne se fait pas. Eux, ils en ont. Hein, et ils en ont, ils sont bien en chair et en os, ils les voient, ils les identifient, etc. Donc, il y a tout pour que, pour que ça marche. J'avais dit que j'étais le bad cop, mais là, c'est le cop sinistre, là. Hein, voilà. Peut-être trouver une réponse plus... Oui, plus porteuse. Mais justement... Plus positive pour terminer cette session. Je terminerai par un mot qui peut-être pourrait fédérer un peu ce dont on parle. Je pense qu'une société, un pays comme le nôtre par exemple, c'est à la fois une unité et une diversité. Il y a, comme on dit dans la devise américaine, et pluribus unum, faire un de ce qui est pluriel. Et donc le problème de notre société comme d'autres, c'est comment faire
en sorte que, en même temps, nous soyons capables d'avoir l'image d'une unité, d'un corps social qui forme un tout, et d'être capables de traiter politiquement, sans violence, de ce qui fait la diversité, les conflits d'intérêts, les différences culturelles, etc. Comment avoir les deux en même temps? Alors, je pense, moi, que la réponse de type national populiste, qui est celle qui vient spontanément en tête quand on pose cette question, cette réponse, elle nous parle de l'unité. Elle ne nous dit pas grand-chose de la façon dont on va traiter correctement de ce qui fait différence. Il y a une autre réponse qui nous propose un principe d'unité. C'est quand on utilise le mot « république ». L'idée républicaine, c'est aussi une idée qui vaut pour tout le monde. Nous sommes tous des citoyens, libres et égaux en droit, etc. Le problème, c'est que quand cette idée ne se complète pas par quelque chose qui envisage un traitement de ce qui fait différence, un traitement politique, alors l'idée républicaine se pervertit. Et c'est peut-être là où j'ai des désaccords avec mon ami Pascal. Oui. Voilà. Parce que je pense que le durcissement de l'idée républicaine, qui en appelle à l'unité du corps social, ne permet plus, au bout d'un certain temps, de traiter de certains problèmes, parce qu'elle a eu... Moi, je suis pas du tout wokiste, mais parce qu'elle a eu des mots très durs. Moi, je pense que les gens qui sont dans des campagnes anti-wokistes jettent trop rapidement le bébé avec l'eau du bain. Que oui, les excès, les dérives, l'intolérance, etc., il faut les refuser complètement, mais qu'après tout, MeToo, Black Lives Matter, pour prendre des mouvements un peu sulfureux, c'est autre chose que simplement du wokisme. Et donc, ça appelle un traitement démocratique. Et donc, je pense, moi, c'est ça que je voulais dire. Je pense que ces deux réponses-là, disons, l'idée de république durcie jusqu'à devenir, je ne veux pas utiliser des mots trop polémiques, mais une sorte de perversion de l'idée républicaine d'un côté. Et le nationalisme, sous sa forme nationale populiste, nous n'en voulons pas. Certains diront qu'il faut trouver la réponse dans l'écologie, mais l'écologie, elle ne nous définit pas un cadre d'État-nation. Elle est planétaire, on le sait très bien. Et par conséquent, il est difficile d'en faire un principe d'unité. Et donc, c'est un peu ça mon idée. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est pour ça que je voulais terminer par un mot, nous avons besoin de plus de démocratie. Je crois que c'est le mot que nous devons valoriser en permanence, parce qu'il n'y a que la démocratie qui permet de faire marcher ensemble un principe d'unité et la reconnaissance politique, autre que violente, de ce qui divise un corps social. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Et je reviens, pour terminer, à ce thème de la vie publique et de la vie privée. Je pense que la démocratie, c'est ce qui permet de continuer à faire vivre une certaine différence entre les deux registres. Après tout, qu'on ait affaire à de la corruption sans totalitarisme, ou qu'on ait affaire à du totalitarisme, de la dictature, etc., on n'est pas dans de la démocratie. Et donc je pense que les bonnes réponses sont à chercher du côté de réflexion sur qu'est-ce que c'est que vivre démocratiquement quand le système politique, Pascal l'a très bien dit, quand le système politique est si décevant et que on voit très bien monter l'attirance, si je peux dire, du national-populisme. Alors, si je peux conclure d'une phrase, je vais m'essayer, pour reprendre donc le titre de ces entretiens d'Auxerre. Si je comprends bien, à vous écouter, s'il n'y a que de la vie publique, c'est la fin de la démocratie. S'il n'y a que de la vie privée, évidemment, c'est l'impossibilité de la démocratie. Donc, merci à tous les deux. Merci pour ce très, très beau moment d'échange.